de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir et bienvenue dans le 19-20, l'information régionale suivie de l'édition nationale. En Isère, le CHU de Grenoble va subir une importante rénovation jusqu'en 2022. Une restructuration attendue depuis longtemps. 182 millions d'euros seront investis pour rendre l'hôpital plus attractif. La chasse à la puce du canard est lancée dans le lac d'Annecy. Au grand mot, les grands remèdes. Une herse sous-marine élimine les mollusques porteurs de ce parasite qui irrite la peau des baigneurs. Et puis la mer de glace de Chamonix fond à vue d'œil ou presque. 2015 n'a pas épargné les glaciers cette année. Les preuves du réchauffement de la planète sont de plus en plus évidentes et inquiètent les chercheurs. Deux grands titres au sommaire de l'édition nationale, présentés à 19h30 par Carole Gessler. IG, 2 lettres pour un label qui défend les productions locales. Déjà présente dans l'alimentaire, l'indication géographique sera étendue aux produits artisanaux, comme la dentelle de Calais ou le parfum de Grasse, une façon de protéger un savoir-faire et les emplois. Et puis malaise dans le groupe Lidl, après le suicide d'un salarié des Bouches-du-Rhône. Les collègues de l'entrepôt régional de Rousset se sont mis en grève aujourd'hui. Ils dénoncent une pression insupportable et une baisse des effectifs. Mais tout d'abord, dans les Alpes, les suites de l'enquête sur l'agression sexuelle présumée d'une fillette de 5 ans à Gaillard en Haute-Savoie. Aujourd'hui, le juge d'instruction a remis en liberté l'instituteur remplaçant qui était en garde à vue jusqu'à hier et l'a placé sous le statut de témoin assisté. Explication Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. L'enquête se poursuit au commissariat de police d'Annemasse, là où précisément vendredi soir, la mère de la petite fille de 5 ans est venue dénoncer des faits graves, l'agression sexuelle de son enfant. Les derniers éléments d'enquête pourraient exclure le fait que l'agression a eu lieu au sein de l'école du Salève, là où la petite fille est scolarisée en classe de maternelle. Les résultats des analyses ADN montrent que les relevés faits sur les vêtements de la fillette n'appartiennent pas à l'homme entendu et mis en garde à vue. Il a été présenté au juge d'instruction cet après-midi, qui l'a placé sous le statut de témoin assisté. Un statut intermédiaire entre celui de simple témoin et de mise en examen, un statut qui s'attache à la présomption d'innocence. Les investigations et les recherches se poursuivent au sein de la famille dans ce quartier populaire de Gaillard où la mère de famille est installée avec ses enfants. 2 jours après la fusillade qui a fait un blessé grave dans le centre-ville de Grenoble, un homme se serait rendu à la police. Il ferait partie du groupe qui a ouvert le feu place Bir Hakeim dimanche dernier. Il a été placé en garde à vue. Les précisions sur notre site alpes.france3.fr. Enfin, le dossier des disparus de l'Isère revient sur la scène judiciaire. Malgré le non-lieu prononcé par le procureur de la République de Grenoble, les avocats des familles des victimes ont demandé la poursuite de l'enquête concernant les disparitions toujours mystérieuses de 2 enfants à Bourgoin-Jallieu et à Saint-Martin-d'Air dans les années 80. Christian Deville. Les disparus de l'Isère. Sous ce terme sont rassemblées 10 affaires non élucidées concernant des enfants, 6 meurtres, une tentative de meurtre et 3 disparitions intervenues entre 1983 et 1996. À l'époque, les familles des victimes s'interrogent, craignent l'existence d'un tueur en série et se mobilisent pour exiger des moyens d'investigation suffisants. En 2008, une cellule d'enquête spécifique est créée, Mineur 38. Ces travaux aboutiront en juillet 2013 à l'arrestation d'un homme de 37 ans accusé du meurtre de 2 fillettes. L'hypothèse du tueur en série est également abandonnée. Pour les autres affaires, rien de nouveau n'est apparu. En novembre 2014, le procureur de la République de Grenoble prononce alors le non-lieu sur les disparitions de Charazette Bendouyou, disparu le 8 juillet 87 à Bourgoin-Jallieu, de Ludovic Janvier, disparu à Saint-Martin-d'Air en mars 83, et de la tentative d'homicide de Grégory Dubrul en juillet 87. Décision insoutenable pour les familles des 2 disparus qui font immédiatement appel. Selon leur avocate, rien n'empêche la poursuite de ces dossiers, d'autant plus que d'après elle, toutes les pistes n'ont pas encore été totalement explorées. Insolite, 2 corps ont été repêchés dans le lac d'Aiguebelette en Savoie ces jours-ci. Il s'agit d'un sapeur-pompier de Lyon qui s'était noyé en 1971 alors qu'il pratiquait un exercice de plongée. Et puis l'autre corps, c'est celui d'un homme de 81 ans qui gisait au fond du lac depuis 2008. 2 découvertes dues à l'utilisation d'un sonar pour leur recherche et d'un GPS pour leur localisation.
Cela fait plusieurs années que la communauté hospitalière l'attendait. Le CHU de Grenoble va subir une importante transformation de 2016 à 2022. L'État vient en effet de valider un projet de travaux de 182 millions d'euros pour la modernisation de l'hôpital Michalon, la rénovation des blocs opératoires et la construction d'un nouveau plateau technique. Marion Feutry et Nathalie Rapuc. Un bâtiment de 12 000 mètres carrés, avec nouveaux services d'urgence, de réanimation et héliport. Voici le futur plateau technique qui devrait remplacer l'accueil des urgences d'ici 2022. C'est l'une des mesures phares du plan de restructuration de l'hôpital Michalon. C'est une attente forte de la communauté médicale pour avoir des réanimations enfin conformes et une hélistation également enfin conforme, connectée directement aux services d'urgence, au déchocage, aux réanimations et au bloc opératoire par un accès direct et non plus par ambulance comme ça se fait aujourd'hui entre l'hélistation qui est juste à côté et le bâtiment des urgences. Autre point fort du projet, la rénovation des bâtiments existants, avec notamment un nouveau hall d'accueil unique au lieu de 2 actuellement. Enfin, les salles opératoires vont elles aussi subir des travaux de modernisation. Le patient qui vient pour une chirurgie ambulatoire, il doit être accueilli dans un local adapté, opéré, aller en salle de réveil, on suit jusqu'à la sortie et ensuite retour sur la ville. Dans les conditions actuelles, ce n'était pas possible. Le malade a été vu à des étages différents, il a été opéré dans un temps qui était parfois aléatoire, une sortie qui n'était pas toujours parfaitement programmée. Là, on va faciliter les choses. Une restructuration très attendue du côté de la communauté médicale. L'enjeu, rendre l'hôpital plus attractif, tant pour les patients que pour les médecins. C'est une étape cruciale pour la qualité de l'accueil de nos patients, mieux orienter les flux, que les patients se retrouvent mieux au sein de ce très très gros hôpital, et puis aussi pour attirer les meilleurs médecins, les meilleurs soignants. Je pense que c'est aussi très important pour eux de travailler dans des locaux adaptés et modernes, voire un petit peu futuristes. On va être très ambitieux. Et l'ambition a un coût, 182 millions d'euros pour 6 ans de travaux. Premier coup de pioche en 2016. Retour en Haute-Savoie, la chasse à la puce du canard est lancée sur les plages du lac d'Annecy, comme chaque année à cette période. Et pour tenter de supprimer ce parasite qui provoque des affections gênantes, mais sans gravité sur la peau des baigneurs, on utilise un procédé mécanique qui a fait ses preuves. Xavier Schmitt, Didier Albrand. Le procédé est mécanique. Un engin amphibie griffe le fond du lac avec une herse. Il va ainsi réduire la densité de certains mollusques aquatiques. Car la puce du canard est en fait une larve parasite qui infeste ces mollusques et les canards. Est-ce qu'on a pu quantifier le nombre de mollusques qui sont supprimés? C'est à peu près 80% de mollusques supprimés après l'intervention. Les 2 interventions, parce qu'on passe 2 fois. La larve parasite est la bête noire des baigneurs en eau douce et peu profonde. Elle provoque ce qu'on appelle la dermatite cercarienne, une affection cutanée généralement bénigne, mais provoquant rougeurs et démangeaisons. Avant chaque été, la lutte contre la puce du canard est relancée. Avec succès, il y a 15 ans, plusieurs centaines de cas par jour étaient recensés. Ces dernières années, leur nombre est réduit à quelques dizaines par saison. Résultat sous 2 formes, avec un club de plongée qui drague les fonds marins pour voir les petits mollusques qui créent ces puces de canard. Effectivement, puis après on fait une étude par rapport aux pharmacies et aux demandes au niveau de la mairie, parce que chaque fois qu'il y a une puce de canard, bien sûr, on demande aux personnes de faire une déclaration au niveau des municipalités. Les baigneurs sont invités à participer à la prévention. Par exemple, ne pas donner à manger aux canards. Ça provoque des regroupements, et qui dit regroupement dit augmentation de la probabilité de véhiculer la puce du canard. La deuxième raison, c'est pour l'espèce elle-même, parce que le pain, ce n'est pas un aliment adapté pour ces oiseaux-là, qui sont des herbivores. Autre recommandation pour les nageurs, éviter les baignades prolongées et bien se sécher en sortant de l'eau. Le dossier du jour nous emmène à Chamonix-Mont-Blanc, où les effets du réchauffement climatique sont flagrants cette année encore. La fonte des glaciers est l'un des meilleurs indicateurs de ce phénomène commencé il y a plus de 150 ans. Et les derniers relevés ne sont pas encourageants. La mer de glace s'évapore à grande vitesse. Denis Sébastien, Jean-Claude Martin. Quand on arrive par le train, le spectacle est toujours grandiose. Mais en remontant 100 ans en arrière, le changement est frappant. À l'époque où la gare du Montanvert est construite, la mer de glace est accessible en quelques minutes de marche seulement.
Aujourd'hui, il faut descendre beaucoup avant de pouvoir toucher la glace. Lorsqu'il a été construit il y a 27 ans, ce téléphérique arrivait directement au glacier. Oui, vous étiez presque à la glace, donc juste après la cabane à Jean-Marie, dans le premier virage là, vous arriviez tout de suite la glace, hein, donc dans les années 80. Petit à petit, année après année, un gigantesque escalier a été construit pour suivre la décrue du glacier. Depuis 40 ans, Jean-Marie Claret est responsable de la grotte creusée chaque année dans la glace, toujours plus bas. 1988, on était là. Le glacier était 3 mètres en dessous de nous. Et aujourd'hui ? 90 mètres plus bas. En descendant, des repères donnent une idée précise du retrait du glacier au fil du temps. 4 mètres de fonte par an en moyenne, l'escalier s'allonge chaque année. Grosso modo, entre 20 et 25 marches par an. En plus. En plus, voilà. La fonte estivale, qui n'est plus compensée par la neige qui tombe en hiver. La mer de glace perd en épaisseur et en longueur. 800 mètres de moins en 15 ans. Plus haut en altitude, ces alpinistes lourdement équipés sont des glaciologues. Ils s'apprêtent à mesurer l'évolution du glacier. Là, on est sur l'arête de l'aiguille du Midi, et puis on va descendre un peu plus bas, au col du Midi, à 3500 mètres d'altitude. Et c'est là qu'on fait les mesures de l'épaisseur du manteau neigeux. Au pied du Mont Blanc, un immense plateau glaciaire de plusieurs kilomètres carrés, en quelque sorte la source de la mer de glace. Les glaciologues se répartissent un peu partout sur sa surface. Ici, on est dans la zone d'accumulation du glacier. Donc effectivement, c'est la zone réservoir, c'est la zone d'alimentation. C'est là où le glacier prend sa source et il reçoit beaucoup plus d'accumulation qu'il y a de fonte. Les scientifiques viennent ici plusieurs fois par an pour faire leurs relevés, sur des points précis, repérés par GPS. Là, ce que je fais réellement, c'est vraiment de pouvoir les positionner avec précision. Là, on a une précision qui est, on va dire, dans les quelques centimètres dans toutes les directions. Ce qui les intéresse, connaître la hauteur de neige tombée pendant l'hiver et grâce à un carottage, étudier sa densité. Un travail qui permet aussi de remonter le temps et la météo des derniers mois. On voit qu'il y a une petite strate de glace qui correspond certainement à un événement chaud qui a eu lieu en avril. Cette couche de glace correspondrait à cet épisode de fonte. Alors là, oui, il faudrait avoir la mesure exacte là, bien propre. Au bout d'1 heure de forage, ils atteignent la couche de glace de l'année précédente. Les glaciologues peuvent donc en déduire la quantité de neige tombée cet hiver. Elle est moins importante que d'habitude, inférieure à 6 mètres. Alors, on a un manteau neigeux qui est faible et ça a des conséquences directes sur le bilan de masse du glacier, puisque le bilan de masse annuel du glacier est lié à la fois à l'accumulation de neige et à la fois à la fonte estivale. Des observations qui confirment celles déjà réalisées ailleurs. Douceur et manque de neige cet hiver risquent de se traduire par une fonte encore plus importante cet été. Dans la vallée de Chamonix, le recul des glaciers, comme ici celui des Bossons, est spectaculaire. Pour les alpinistes, certaines courses de neige et de glace ne se font plus en été ou différemment. On est obligé de les faire soit en hivernal, soit au printemps, et vraiment de la faire toutes de nuit et de redescendre très tôt le matin avant que le soleil puisse réchauffer la neige et dégeler les cailloux qui nous tombent dessus, quoi. La grotte creusée dans la mer de glace est désormais protégée par des bâches pour ralentir la fonte. D'après les projections des scientifiques, d'ici à 2040, le glacier pourrait encore reculer de plus d'1 kilomètre. La chronique scientifique est historique ce soir, consacrée au chevalier Bayard. Natif de Pontcharrat, ce petit noble du Grésivaudan est devenu un héros national sous François Ier. Il a forgé sa légende lors des guerres d'Italie, notamment en 1515 à Marignan, près de Milan. Une victoire dont on commémore les 500 ans. L'occasion pour les historiens de faire la part entre la légende et la réalité du personnage. Xavier Schmitt, Jean-Pierre Rivet. Le chevalier Bayard, statufié à Grenoble. Un héros glorifié combattant pour Dieu et le roi. La statue a été dressée en 1823 sous la Restauration. La monarchie récupère alors des figures historiques pour redorer son blason. L'historien Stéphane Gall en montre un autre exemple dans l'église toute proche, la collégiale Saint-André. Le tombeau de Bayard date de 1822. 3 siècles après sa mort, ses restes présumés ont été transférés d'un couvent, mais leur authenticité n'est pas prouvée.
Ici, on voit exalter les vertus de courage, de force, de foi, de loyauté à l'égard du régime, du roi, puisque c'est une statue qui date de l'époque de la Restauration et donc d'un retour à certaines valeurs de la monarchie. Pour la recherche historique, c'est un cas d'école, un jeu de piste entre la réalité et la légende. Le château de Bayard, monument historique, a été relevé de ses ruines au XXe siècle. Le seigneur Pierre Terrail serait né ici entre 1473 et 1476. Il prend très jeune le métier des armes jusqu'à servir le roi de France. Voici le président des Amis de Bayard, une vénérable association. Elle se voue depuis 1938 à la saga et à la mémoire du chevalier, réputé sans peur et sans reproche. Sans peur et sans reproche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était courageux et qu'il obéissait vraiment complètement aux lois de la chevalerie, qui étaient les lois morales finalement. Donc c'était un exemple. Ça, c'est sûrement vrai. Des certitudes et des doutes encore, un peu plus loin au musée d'Alvar. Une exposition retrace l'épopée du baroudeur dauphinois. Une célèbre bataille est commémorée. Marignan 1515, une énième guerre d'Italie, François Ier vainqueur. Et le roi aurait été fait chevalier par Bayard. Ce qui est sûr, c'est que la victoire a magnifié le soldat. C'était aussi un fin stratège, on le sait, à plusieurs reprises, il a fait preuve d'intelligence, de ruse. À Mézières, par exemple, on sait lors du siège de Mézières dans les Ardennes, il a fait preuve de ruse pour faire fuir l'armée de Charles Quint. Sa gloire éclate après sa mort en 1524 et la défaite de Pavie, toujours en Italie, en 1525. François Ier est fait prisonnier, un désastre que les chroniqueurs du temps vont occulter. On va réécrire la vie de Bayard en exaltant ses vertus, en augmentant un petit peu sans doute aussi l'histoire et la gloire du personnage, de manière à donner un modèle à la France qui n'en a plus après cette défaite de Pavie. Figure héroïque, modèle national, le mythe de Bayard a traversé les siècles. Exalté par la royauté, il le sera aussi sous la Révolution, l'Empire et la République, jusque dans les années 1960. Et on poursuit cette page patrimoine avec la restauration de l'orangerie du château de Sassenage. Cette salle, laissée à l'abandon jusque-là, a refait peau neuve grâce au soutien du ministère de la Culture et du département. Elle servira à recevoir des séminaires, des mariages et autres manifestations qui vont permettre de financer l'entretien du château. Ager-Weslati, Maxime Kemener. Voici l'écrin d'une partie de l'histoire du Dauphiné. Classé au patrimoine historique, le château de Sassenage nous raconte à travers ses meubles, ses tableaux et ses murs le récit d'une famille qui a traversé 10 siècles d'histoire. Ça permet justement de mieux s'imprégner de l'histoire de ces Sassenages, mais à travers ces Sassenages de l'aristocratie au XVIIIe siècle, puisque là on a justement des exemples de biens qu'ils ont pu acheter sur Paris, Grenoble ou ailleurs. Un patrimoine qu'il faut préserver comme l'a souhaité avant de mourir la dernière descendante, la marquise de Béranger. Mais tout ça a un coût. Le strict entretien de ce bâtiment, s'il était laissé fermé, on serait sur une hauteur de 200 000 € par an. Mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas, donc effectivement, l'idée c'est de multiplier les activités, accueillir du public, toutes sortes de publics, associations, particuliers, gens qui veulent venir se marier. C'est justement pour accueillir des événements que l'Orangerie, la nouvelle salle de réception, vient d'être entièrement rénovée. Les fonds récoltés permettront de financer la restauration et l'entretien de ce patrimoine. Cette transmission-là, ce partage-là, ce travail sur l'histoire, on va le faire en ouvrant le château, en ouvrant le parc. Donc ça, c'est essentiel. Mais cette activité-là va aussi avoir un coût. Et du coup, pour compenser ce coût-là, on va aussi avoir des activités commerciales qui vont permettre aussi d'apporter des ressources propres, qui abondent les ressources de la Fondation Béranger. Le château de Sassenage n'est pas le seul. De nombreux monuments du patrimoine français diversifient leur activité pour trouver les fonds nécessaires à la survie de notre histoire. Et en direct du château de Sassenage, nous retrouvons Dominique Lemaître, directrice du mécénat Fondation de France. Bonsoir madame.
Bonsoir. Alors, c'est indispensable aujourd'hui de trouver des recettes par tous les moyens possibles, j'allais dire, pour autofinancer ces bâtisses historiques. Oui, la Fondation de France qui est propriétaire du château de Sassenage, enfin du domaine de Sassenage, puisque je pense que vous voyez derrière moi ce magnifique château et un parc avec des arbres tout à fait remarquables. Donc la Fondation de France qui est propriétaire du domaine de Sassenage depuis 40 ans, qui a reçu ce domaine en héritage de la dernière Béranger de ce nom, s'efforce, 40 ans plus tard, s'efforce toujours d'améliorer l'endroit pour y recevoir le maximum de public et faire connaître ce patrimoine magnifique qui est un et joyau donc, du on l'a Dauphiné. bien compris dans le reportage, de financer aussi l'entretien, les travaux éventuels du château. Ça veut dire que les mécènes se font plus rares ces temps-ci, madame ? Les mécènes ne se font pas plus rares, mais aujourd'hui, personne ne peut envisager de faire face à ces patrimoines historiques sans trouver un système de financement mixte, c'est-à-dire à la fois le patrimoine qu'a laissé la famille Béranger, un legs d'une testatrice qui s'est dédiée au monument historique, qui a dédié son argent au monument historique, des donateurs de la région sur qui nous comptons, et puis des activités économiques, comme vous l'avez dit dans votre reportage. C'est indispensable et c'est tout ceci combiné qui permettra de sauver et de pérenniser cet endroit. Et qui sont par exemple les donateurs du château de Sassenage? Ce sont des privés, ce sont des entreprises. Qui peut être donateur finalement? C'est ça ma question. Tout le monde peut être donateur du château de Sassenage, privé, entreprise. Il existe pour cela des incitations fiscales. Les dons, les particuliers peuvent déduire leurs dons de leur impôt, les entreprises aussi. Et je crois qu'un monument pareil appartient à la collectivité de l'Isère, aux collectivités proches de la collectivité de Sassenage, aux habitants, et que tout le monde doit se mobiliser derrière nous pour faire que ce bâtiment, très beau, magnifique, puisse durer dans le temps, traverser les générations et être légué aux générations futures en très bel état. Alors quels sont les principaux autres projets justement de la Fondation de France que vous représentez? Quels sont les autres projets d'ampleur, j'allais dire, dans la région? Alors, traditionnellement, la Fondation de France est un financeur des projets des autres. Et par exemple, en 2014, nous avons financé des projets en Rhône-Alpes pour un montant d'environ 10 millions d'euros. C'était à peu près 1100 projets. Donc, nous sommes multispécialistes. Nous avons des projets dans le champ social, médical, dans le domaine de la recherche, de la culture, de l'environnement, de l'éducation. Nous avons des projets très, très variés, avec des politiques à très long terme pour essayer de faire bouger la société. Mais nous avons aussi de temps en temps un coup de cœur comme celui-ci. Et la Fondation de France est fidèle à ses engagements. Elle a promis à la marquise de pérenniser le château et c'est ce que nous essayons de faire. Merci, le message est entendu. Merci à vous, madame. Au revoir, allez, monsieur, merci. On passe au football, sans transition, avec le limogeage de Joël Lopez, ex-président d'Évian Thonon-Gaillard, une conséquence de la descente en Ligue 2 du club au Savoyard et de la mésentente affichée de M. Lopez avec les deux principaux actionnaires du club. C'est l'un d'eux d'ailleurs, et Sfandiar Bakhtiar, qui assure l'intérim de la présidence avec à la clé, sachez-le, un plan social et la suppression d'une vingtaine de postes administratifs. Sport toujours avec le tournoi de Roland-Garros en tennis fauteuil qui a débuté lui aussi. Parmi les favoris, Stéphane Houdet, numéro 2 mondial, amputé de la jambe gauche à la suite d'un accident de moto. Le Français bénéficie cette année d'un fauteuil novateur conçu par une entreprise de la Drôme voisine. Renaud Gardette et Laure Crozat y ont fait un petit tour. Il roule sans accroc ni choc. Pour la première fois, Stéphane Houdet, amputé de la jambe gauche, a pu jouer sur un genou presque debout et non plus assis comme auparavant. Une prouesse, un défi technologique grâce à ce prototype. Un fauteuil français parfaitement fluide, adapté au tennis. Au lieu de jouer assis, je joue à genoux, ce qui veut dire que le bassin, d'un seul coup, prend part au mouvement, à la fois dans mes actions de déplacement et aussi dans mes actions de jeu. Donc à terme, c'est quelque chose qui donne plus de puissance. C'est ici, dans la Drôme, que le fauteuil de Stéphane a été créé par la société Corima, spécialisée dans les roues haut de gamme en carbone pour les vélos professionnels. Un savoir-faire qui a été adapté pour créer de toutes pièces ce châssis prototype. Son poids, 9 kg seulement, après plus de 2 ans de travail et 2000 heures de recherche pour trouver la meilleure ergonomie. Il a fallu comprendre comment le brider au fauteuil pour qu'il puisse rester en équilibre sans tomber. Comprendre où il fallait qu'il soit en appui, mais pas trop contraint pour avoir une liberté du haut du corps et du tronc
et de la hanche pour qu'il puisse jouer correctement au tennis. Comme Stéphane le dit d'ailleurs, c'est une révolution qui est en marche, puisque jouer au tennis à genoux au lieu d'assis, ça ne s'est jamais vu. Donc c'est vraiment une innovation avant tout de la performance. Et bien sûr, après, il y a le côté aventure humaine et l'histoire de Stéphane avec le handisport. Toute l'équipe ayant créé le fauteuil est venue soutenir le champion à Paris. Vainqueur du jour, Stéphane Houdet espère bien gagner cette année Roland-Garros. Il vise aussi les Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Et avant de refermer ce journal des Alpes, je vous rappelle cette information qui concerne l'enquête sur l'agression sexuelle présumée d'une fillette de 5 ans à Gaillard en Haute-Savoie. L'instituteur remplaçant qui était en garde à vue jusqu'à hier a été remis en liberté et placé sous le statut de témoin assisté. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale vers 23 h dans le Grand Soir 3. Demain midi, Bernard Portugal et je vous retrouve demain.